énormément. Et il commençait toujours ses cours en enlevant son écharpe. Alors, à sa mémoire, j'enlève mon écharpe. Sa Majesté Mohamed VI a libéré la parole pour moi par 2 discours. Un discours d'octobre 2017, par lequel il a demandé à ce qu'il y ait des nouveaux modèles de développement qui soient proposés, et puis par le discours d'octobre 2018, par lequel il demande à ce qu'une attention particulière soit portée au monde rural. Or, il se trouve que dans mes réflexions, à un moment donné, j'avais pensé à tout ça. Et je me suis dit, puisque Sa Majesté le demande, c'était l'occasion de proposer quelque chose de nouveau et de proposer une analyse. L'analyse que je propose, c'est l'analyse d'un homme d'affaires. Ce n'est pas l'analyse d'un professeur d'économie. Ce n'est pas l'analyse approfondie d'un doctorant. C'est l'analyse d'un praticien. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que la Fondation Lix, avec les étudiants de cette faculté, vous vous empareriez de ce projet et que vous en fassiez véritablement un projet qui soit approfondi dans chacun de ces objets. Donc, je vais commencer ma réflexion et j'espère qu'à la fin, vous pourrez me critiquer et m'aider à progresser. Je voudrais aussi vous dire autre chose. Je me souvenais tout à l'heure d'un poème de La Fontaine. Et dans ce poème très très connu, qui s'appelle Le riche laboureur, le père faisait venir ses enfants à la fin de sa vie, parce que ses enfants, ils n'étaient pas tellement impliqués dans le désir de continuer de cultiver la terre, de créer la richesse familiale. Donc il les faisait venir auprès de lui. Il leur disait, gardez-vous de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. Lorsqu'ils ont entendu ça, les enfants se sont mis à retourner le champ entièrement. Et puis une fois que le champ était retourné, labouré, ils se sont dit, pourquoi pas semer? Ils ont semé et ils ont récolté. Et ils ont récolté et ils ont compris que la richesse, elle était dans le travail que l'on fait. La richesse, elle n'est pas donnée par l'environnement. Un champ qui ne serait pas cultivé est un champ qui ne crée pas de richesse. Un puits de pétrole qui ne serait pas trouvé est quelque chose qui n'existe pas. La richesse, la seule richesse, c'est celle que l'homme donne aux choses. Et donc c'est notre travail qui va permettre de nous mettre dans une dynamique qui va créer, qui va développer. Et une fois que cette richesse est créée, alors oui, nous pouvons la partager. Donc j'ai déjà énoncé ces 2 discours de Sa Majesté. Et donc je voudrais aussi saluer tous les travaux qui ont été faits précédemment par les précédents gouvernements, que ce soit l'industrie, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme, que ce soit les autres départements. Ils ont quand même permis au Maroc d'être le premier pays d'Afrique. Et on peut être fier de ça. On peut être fier. Mon discours aujourd'hui n'est pas de dire voilà, ça va pas. Non, non, on est le premier pays d'Afrique, mais comment va-t-on faire pour nous comparer aux meilleurs et aller encore plus loin? Car, selon le FMI et la Banque mondiale, pour qu'un pays véritablement puisse atteindre un niveau de développement et de auto-entretenu et en croissance, il faut que le taux de croissance atteigne, c'est théorique, atteigne 6%. Donc je me suis dit, tiens, on va aller comparer 6% à nos réalisations des années précédentes. Et vous voyez là apparaître une ligne rouge qui est le dénommé 6% et les fluctuations que nous avons. Vous constaterez qu'à des moments, nous descendons très bas. C'est lorsque nous avons des problèmes agricoles. Mais à d'autres moments, l'année qui suit le problème agricole, on remonte très haut. Parce qu'après une mauvaise année, bien sûr, c'est très facile de faire une croissance élevée. Mais globalement, notre taux moyen de croissance est en dessous de 6%. Pardon. Et on peut même remarquer que ces dernières années, où, grâce à Dieu, nous avons eu de bonnes récoltes, et bien, malgré ça, nous restons en dessous des 6%. Et si on le fait d'une façon avec un indice,
Donc si je pars de l'indice 100 en 1967, à 6%, nous devrions être à 1842. Eh bien, en fait, on n'est pas à ça, on est à 1021. Et 1021, la différence entre ces deux chiffres, c'est le retard que nous avons accumulé par rapport à quelque chose qui aurait été optimum. Quelle a été l'évolution de notre PIB? En 1900, on ne voit pas les chiffres, mais en 1970, nous étions à 16,4 milliards de dollars. Puis après, un petit peu plus tard, en 90, 20 ans plus tard, à 43 milliards. Et puis aujourd'hui, nous sommes à 119 milliards. On peut dire, ben, bravo, quelle croissance, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes des malins, hein, nous avons réussi. Mais est-ce que vraiment on a réussi? On va voir si on a réussi. Et donc, si là maintenant, sur cette courbe que je vais vous montrer, j'inclus ce que nous aurions dû avoir avec un PIB de croissance 6%, nous devrions, au lieu d'être à 119 milliards, nous devrions être à 150 milliards. C'est-à-dire, en 20 ans, depuis l'an 2000, nous avons un retard tout à fait théorique par rapport à un objectif théorique que nous sommes fixés de 36 milliards. Nous sommes aujourd'hui au Maroc 36 millions de personnes. 36 millions de personnes, c'est vraiment beaucoup. Parce que dans les années 70, nous étions 12,5. Dans les années 90, nous étions 25 millions. Et en 2018, nous sommes 36 millions. Vous pouvez imaginer quand même qu'il faut créer beaucoup plus de richesses pour satisfaire ces 36 millions d'habitants qu'il en fallait en valeur absolue dans les années 70. Et cette croissance de la population est due à une croissance, à une démographie extrêmement favorable, mais qui peut être excessive. Et on pensait que nous aurions bientôt une réduction de la base de la pyramide des âges. Eh bien, que nenni, nous ne l'avons pas. Finalement, nous continuons, année après année, à avoir beaucoup d'enfants. Et si nous regardons maintenant la tranche de ceux qui sont en âge de travailler, ceux qui sont entre 15 et 19 ans et 15 et 24 ans, nous sommes 5,8 millions de jeunes. 5,8 millions de jeunes, ça donne une moyenne de 580 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. 580 000 jeunes. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, on peut considérer aussi d'une autre façon, pour cerner ce chiffre, on a 704 000 naissances par an, on a 180 000 décès. Donc, là, par cet abord-là, on tombe sur 523 000 jeunes qui arrivent tous les ans de plus dans la société nationale. Donc, si nous considérons qu'il y a 580 000 jeunes qui arrivent en âge de travailler, et si nous considérons, ce qui n'est pas certain, que tous ceux qui ont 60 ans s'arrêtent de travailler. Moi, j'en connais qui ont dépassé 60 ans depuis longtemps et qui continuent à travailler tous les jours. Mais si on considère qu'ils arrêtent de travailler, eh ben, on peut retirer 230 000 personnes. Mais alors, il nous reste quand même 350 000 emplois à créer pour ces jeunes tous les ans. Et qu'est-ce qu'on crée dans les faits? Qu'est-ce qu'on arrive à créer? On arrive à créer un peu moins. C'est difficile à cerner. Mais on arrive à créer moins. Donc je suis allé voir les statistiques de la CNSS, qui n'est pas le reflet de la totalité des emplois, mais qui est une partie de ces emplois. Et eux, ils montrent que nous arrivons à créer une moyenne de 100 000 emplois par an. Mais lorsqu'on voit ça, on se dit, bon, ben déjà, c'est 100 000 emplois qui sont enregistrés à la sécurité sociale, c'est bien. Mais ces 100 000 emplois qui sont enregistrés à la sécurité sociale, malheureusement, si vous regardez, tout le monde ne travaille pas 12 mois. Il y en a qui travaillent 3 mois, il y en a qui travaillent 6 mois, il y en a qui travaillent 9 mois. Il y a seulement 48% qui travaillent toute l'année. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment des emplois bien stables que nous créons. Il faut accélérer. Je suis allé aussi regarder qu'est-ce que dit le HCP. Et le HCP, il nous dit, ben, on crée 29 000 en 2015,
37 000 en moins en 2016, 86 000 en plus en 2017, 122 000 en 2018. Ah, je dis que c'est très bien ça. 122 000 en 2018, c'est magnifique. Mais si on regarde aussi ce que dit le HCP, c'est que dans les 122 000, il y a seulement 104 000 qui sont rémunérés et 18 000 sont du travail non rémunéré. Donc on a 98 000 postes dans les services, 9 000 postes dans le BTP et 4 000 postes en moins dans le BTP, 9 000 postes dans l'agriculture et l'industrie et l'artisanat ont créé 19 000 emplois. De toutes les façons, ce rythme de création d'emplois est inférieur à ce que nous souhaitons. Alors, si on regarde un petit peu plus les chiffres qui sont énoncés sur le Maroc, on voit que le chômage n'est pas si important que ça, il se situe à 10%. Mais si on regarde la définition qui est prise du chômage, qui est celle du Bureau international du travail, on se rend compte que la définition est tellement restrictive que ce n'est pas la totalité de la population sans travail qui est prise en compte. Et donc, il y a un autre concept qui est le pourcentage de la population qui travaille. Et c'est celui-là qu'il faut regarder, qui est beaucoup plus significatif que le taux de chômage. Alors, avec cette croissance de la population, cette croissance de notre PIB, quelle a été la croissance du PIB par habitant pendant toute cette période? On voit que dans les années 70, en dollars constants, nous étions à 1020 $. Dans les années 90, 1721 $. Et aujourd'hui, 3292 $. Bravo. On peut se dire, on est fort, on a multiplié par 3. Mais est-ce que nous, on va se comparer aux plus mauvais ou est-ce qu'on va se comparer aux meilleurs? Et donc, comparons-nous aux meilleurs. D'abord, on peut le faire d'une manière, par rapport au taux de 6%, on devrait être à 4334, on est à 3292. En 20 ans, on a encore, par rapport aux meilleurs, accumulé un petit retard de 1042. Un petit retard quand même conséquent. Cette population qui a grandi, elle est répartie souvent entre population rurale et population urbaine. En 1960, notre population rurale, c'était 29%. Cette population s'est urbanisée au fur et à mesure du temps. On a vu des villes grandir. Et aujourd'hui, nous sommes à 61%. Donc, oui, il y a eu une urbanisation de la population. Et cette urbanisation de la population s'accompagne normalement d'un développement économique. Mais dans notre cas, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, en pourcentage, la population rurale a diminué, c'est l'inverse de la courbe que j'ai montrée tout à l'heure, on est passé de 71 à 39. Mais si on va un petit peu plus loin, et qu'on regarde les chiffres en valeur absolue, en 1960, nous étions ici au Maroc 11 millions d'habitants. Notre population urbaine, c'était 3,4 millions. Et notre population rurale, c'était 8,2 millions. La population a tellement augmenté qu'aujourd'hui, on est 36 millions. La population urbaine, oui, elle a énormément augmenté, on est près de 22 millions. Mais regardez bien la population rurale, elle est à 13 251 000. Donc, certes, elle a baissé en pourcentage, mais elle a augmenté en termes de nombre. Et pour autant, ce n'est pas que l'espace, que la SAU, la zone, la terre agricole, a augmenté. Donc le poids de la pression de la population sur nos recettes agricoles a augmenté. Maintenant, je me suis amusé à diviser le chiffre d'affaires du secteur agricole par sa population. Donc l'agriculture, c'est 13% du PIB, soit 15,6 milliards. Ça fait un PIB par habitant de l'ordre de 1172 $. Mais si je fais la même chose sur le reste, ce qui n'est pas agricole, je tombe sur un PIB par personne de 4 532 $. Ce qui veut dire que le PIB par habitant urbain est 4 fois supérieur au PIB par habitant rural. Si nous devons parler de solidarité, c'est là, à mon avis, un problème fondamental qu'il nous faut résoudre.
Et si on doit dire que chaque personne du pays doit avoir accès à la même richesse, c'est là quelque chose sur lequel on doit profondément se pencher. Et c'est certainement le sens du discours de Sa Majesté d'octobre 2018. Je ne suis pas sûr que ma méthode est parfaite. Je propose aux étudiants que vous êtes, et aux doctorants qui sont là, d'analyser, d'approfondir, de bien montrer s'il y a des différences entre le revenu du monde rural et le revenu du monde urbain. Mais la différence qui est présentée là est tellement grande que très certainement, il y a là un souci sur lequel il va falloir se pencher. Alors, on a dit on va se comparer aux meilleurs. Les meilleurs, c'est les Asiatiques. Les Asiatiques, pour eux, d'abord, le travail, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est essentiel. Il n'y a que le travail dans la vie, et pour eux, ils ont consacré beaucoup au développement et au travail. Donc, les Sud-Coréens, on démarre dans les années 60, ils avaient une population urbaine de 28%. Souvenez-nous que nous, en 1960, on avait 29% de population urbaine. Donc on était plus urbanisé que les Coréens. Mais si on regarde maintenant, en 2017, les Coréens sont à 83% de la population urbaine, alors que nous sommes toujours dans les 60% de la population urbaine. Maintenant, quelle a été l'évolution du PIB par habitant de la Corée du Sud? Il démarre à 1815 $ par habitant. Et ils sont aujourd'hui, entendez bien, ils sont aujourd'hui à 26 152 $ par habitant. 26 152 $ par habitant. Ils étaient à peu près au même niveau de développement que nous, et ils nous ont totalement dépassés. Si on compare l'évolution, 1970, nous étions à 1020 $, ils étaient à 1815, ils étaient un peu en avance. 2017, voyez la différence. Entre 1970 et 2017, nous avons multiplié par 3,2. Eux, ils ont multiplié par 14,5. C'est dire que leurs politiques de développement ont été meilleures que la nôtre. Il faut rechercher chez eux comment ils ont fait, comment nous pouvons faire, parce que bien sûr, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas ce que nous pourrons faire, mais il faut essayer de comprendre comment y arriver. Là, je vous présente un autre graphique, c'est que l'industrialisation de la Corée s'est renforcée avec le temps. Alors que nous, notre industrialisation avait tendance à diminuer avec le temps. Si vous regardez en 1960, la courbe noire, c'est la Corée, et la courbe rouge, c'est nous. En 1960, ou un petit peu après, nous, ici, au Maroc, notre PIB industriel, en pourcentage, était supérieur aux Coréens. Et puis, progressivement, la Corée monte, et je n'arrive pas bien à lire, mais je crois que c'est dans les années 80. Voilà que la courbe s'inverse. Le PIB industriel coréen continue de croître, alors que notre PIB industriel, lui, est orienté vers une diminution totalement permanente. Et aujourd'hui, eux, ils sont à 35,9 et nous sommes à 25,5. C'est donc que notre industrialisation n'a pas fonctionné comme celle des Coréens. Avant de passer à la suite, je voudrais retenir de tout ce que je vous ai exposé quelques thèmes centraux. Le premier thème, c'est que la population du monde rural est restée trop nombreuse pour permettre un développement économique. Parce que si vous êtes dans le monde rural et que vous n'avez pas la possibilité de vous consacrer à des tâches qui créent de la richesse, alors vous ne la créez pas, cette richesse. Et si elle n'est pas créée, elle ne peut pas être partagée. Donc en maintenant cette population dans le monde rural, on l'a maintenue en sous-création de richesse qui n'a pas pu être partagée par l'ensemble de la nation. Cette population est aujourd'hui défavorisée, il y a un gap, et sa dispersion géographique sur l'ensemble du territoire rend difficile son accès aux équipements de base, et le principal équipement, c'est l'école,
Et ensuite, c'est l'hôpital. Et c'est, malgré les efforts qui sont faits, c'est difficile pour eux d'y avoir accès. Pardon, je n'ai pas fini. Donc, la croissance actuelle de notre PIB n'est pas suffisante pour permettre le décollage économique. Et en deuxième lieu, ce qui apparaît dans les slides, c'est que nous avons encore 8 millions de personnes qui sont dans le monde rural. Or, c'est trop. Et ils ne vont pas vouloir y rester dans le monde rural. Donc, ils vont vouloir quitter ce monde rural pour venir dans le monde urbain. Et si on ne fait rien pour les accueillir ou pour leur permettre de vivre dans des villes de développement intermédiaire, ils vont venir dans les grandes villes du Maroc. Et on risque d'être confronté à un problème d'explosion de mégapoles. Juste pour vous dire, il y a une vingtaine d'années, je suis allé à Sao Paulo. La ville avait 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, Sao Paulo a 24 millions d'habitants. Or, gérer une ville de 24 millions d'habitants, c'est une tâche quasi impossible. Je m'amuse à dire que la difficulté de gestion d'une ville croît avec le carré de sa population. Donc, nous n'avons pas intérêt à laisser croître des mégapoles. Il faut répartir la richesse et la création de richesse sur l'ensemble du territoire. C'est une de nos obligations et une de nos contraintes que nous devons intégrer à notre modèle économique. Alors, on a vu qu'on a 350 000 jeunes qui arrivent, et puis il y a tous ceux qui sont arrivés avant. Donc vraiment, notre enjeu majeur, c'est l'emploi. Il faut créer de l'emploi. Mais pour créer de l'emploi, il faut avoir des employeurs. Et qui est-ce qui crée les emplois? Ce ne sont pas les grandes entreprises, ce sont les PME qui créent l'emploi. Donc il faut qu'il y ait création de PME. Et pour qu'il y ait création de PME, on ne peut pas dire d'un coup de baguette magique, créer une PME. Hein? Il faut que les conditions favorables, un environnement favorable se mettent en place pour qu'il y ait création de PME. Et donc, comme on ne peut pas faire cet environnement favorable du jour au lendemain sur l'ensemble du territoire, j'ai pensé que nous pouvions le faire dans des zones de développement économique qui seraient des zones particulières où il y aurait toutes les conditions pour permettre aux PME de se développer. Et dans ces zones de développement économique, ce que je vais vous exposer maintenant, ce que j'ai appelé l'équation générale de la compétitivité, l'équation générale de la compétitivité va pouvoir s'affirmer. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équation générale de la compétitivité? Et là, je vous parle en tant que fabricant, en tant qu'industriel. C'est que si je dois fabriquer quelque chose, j'ai des intrants. Et ces intrants sont mes coûts. Et ces coûts, donc, je dois les optimiser. Le premier intrant, c'est le travail, le facteur travail. Avec un E, que j'ai appelé E, qui est le taux d'efficacité du travail. Si j'ai des gens qui travaillent avec moi, qui sont bien formés, qui sont performants, j'ai une efficacité maximum. Ce n'est pas seulement le prix du travail, c'est l'efficacité de ces travailleurs et l'organisation générale de l'entreprise qui va leur permettre de s'exprimer. Donc c'est mon premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le capital. Si je dois créer une entreprise, il me faut K. Hein, je crois que c'est K. L'autre, c'était W. Ça s'appelle toujours K et W, je pense. Donc K, mais aussi, il faut que le coût de ce capital soit à un niveau raisonnable. Ensuite, j'ai besoin de foncier. Un de nos problèmes ici au Maroc, si vous voulez créer une entreprise aujourd'hui, vous allez vous heurter à un foncier qui est horriblement cher. Dans les zones industrielles, on peut vous demander 1800 dirhams le mètre carré. L'État fait des efforts pour mettre du foncier à disposition des entreprises à un prix bas, mais ce foncier est acheté, spéculé, et il monte à 1800 dirhams. Donc il faut un foncier pas cher. J'ai une solution qu'on a déjà mise en œuvre et qui a très bien fonctionné. Donc il faut le coût du foncier et la disponibilité du foncier. Il faut une énergie. Il faut de l'énergie pour produire. Et il y a le coût de l'énergie et il y a la disponibilité de l'énergie. Aujourd'hui, il faut reconnaître au Maroc, notre énergie, comparée à celle d'autres pays, particulièrement l'énergie électrique, est chère. Il faut une logistique performante. Le Maroc a fait des efforts en créant Tanger le Med, qui est une grande réussite. Il faut encore que nous fassions des efforts en matière de logistique et que notre coût logistique soit comparable au coût logistique d'autres nations.
il faut que nous ayons une administration et un corpus de règlements et de lois, que ce soit juridique ou fiscal, qui soient performants. Et il faut que l'administration soit au service des entreprises et pas l'entreprise au service de l'administration. Tout à l'heure, je disais, en parlant du champ du laboureur, qu'un champ non cultivé, ça ne sert à rien. Nous avons certainement ici des ressources naturelles. Elles sont importantes dans l'équation de la compétitivité, mais il faut qu'elles soient mises en œuvre. Des ressources naturelles qui ne seraient pas bien mises en œuvre ne serviraient à rien pour la nation. Donc, j'ai énoncé quelques points, il y en a encore d'autres, la capacité à innover et l'innovation. Je vais vous parler d'une société qui s'appelle 3M. Cette société est l'une des plus grandes sociétés au monde. Je crois qu'elle a, je vais peut-être dire un chiffre erroné, 30 000 articles dans son portefeuille qu'elle propose. Mais dans ces 30 000 articles, peut-être que la majorité des articles n'existaient pas il y a 5 ans. C'est donc cette capacité à innover sans cesse qui a permis de créer l'entreprise telle qu'elle est et la richesse de cette entreprise. Et puis, un facteur qu'il ne faut pas négliger, peut-être a-t-il été négligé, c'est la taille des marchés. La taille des marchés. Si je vends quelque chose et je fabrique quelque chose pour 1000 personnes, j'aurai un prix de revient avec une petite unité de production pour 1000 personnes. Si face à moi, j'ai un marché de 1,3 milliard de personnes, comme les Chinois, je vais pouvoir déterminer mon outil de production en fonction de la taille de mon marché. Et croyez-moi bien, si mon marché c'est 1,3 milliard de personnes, je n'aurai pas le même coût de production que le petit artisan qui produit tout seul. Donc la taille du marché, c'est essentiel, et nous sommes confrontés à cette difficulté. Nous avons encore un petit marché intérieur. Comment faire pour arriver à conquérir les marchés extérieurs? Parce que ce n'est qu'en conquérant les marchés extérieurs que nous arriverons à avoir la taille qui nous permettra d'avoir le prix de production le plus bas. Et les Américains, il y a longtemps, ont résumé cette idée en disant, en parlant de l'entreprise, Big is beautiful. Donc, cette